There are many stories about Michael Sullivan. Some say he was a decent man. Some say there was no good in him at all. But I once spent 6 weeks on the road with him, in the winter of 1931. This is our story. Bonjour, docteur. Dites-moi, est-ce que vous aimez les films de gangsters? Oui, ces films de gangsters où l'on suit des personnages complexes qui ont une certaine classe, une certaine désinvolture, à ne pas se laisser marcher dessus et à ressentir une certaine liberté de ne pas avoir l'État qui vous dicte ce que vous devez faire. Parce que j'avoue qu'avec l'augmentation des prix et des impôts, je suis un peu... limite. On rediscutera sur le paiement. Je n'oublie pas que ce qui est le plus intéressant, c'est lorsque ces films-là ne sont ni noirs ou blancs. Il y a un grand trouble de gris pour comprendre plus en profondeur comment ils en sont arrivés là. Puis il y a une grande fraternité qui se crée en groupe pour pouvoir communier et partager les mêmes larcins dans ce groupe. D'ailleurs, il y a plusieurs catégories de gangsters très distinctes qui ont fait lien entre bandits et mafia. Il y a la mafia italienne, irlandaise, les yakuza, les triades, les russes et la mafia française. Très dur à attraper. Bah oui, c'est assumé. Chez vous, il y a bien le secret professionnel. Il n'y a pas moyen à ce qu'ils sachent. On sait jamais. Là. Bref. Et il ne faut pas confondre avec les films de casse qui ont une similarité d'être une bande de potes qui va cambrioler une banque, mais sans jamais vraiment en faire des victimes parce que souvent, ils sont montrés comme des Robins des Bois modernes. Dans la majorité des cas. Parce que je suis sûr que vous me donnerez des contre-exemples. Tandis que pour le genre du gangster, c'est une autre histoire. Je dirais même que ça met rarement en avant ce rêve d'être dans le banditisme, tellement il nous montre à la fois cette liberté et ce revers de la médaille lorsqu'il arrive à montrer tous ses mauvais côtés. Ils deviennent par la suite des parias qui tuent des vies pour l'argent et leur profit. C'est comme une drogue dont ils ne peuvent s'arrêter. C'est là que vient souvent ce terme sur ce genre, mais qui peut aller dans d'autres fictions, le rise and fall. C'est la définition de l'ascension pour arriver à la chute du personnage. Et à chaque fois, lorsque le crime est trop grave, la police arrête le criminel, normal, ou dans le plus souvent des cas, l'antagoniste, oui parce que c'est ce qu'il est souvent, se fait tuer soit par les flics, soit par ses anciens collègues, au vu de sa dangerosité. Et c'est donc là que j'ai vu un film qui a tout d'un film de gangster, mais qui tentera d'aller sur de l'émotionnel, qui essaiera de comprendre les choix du protagoniste, et qui va me permettre de vous expliquer pourquoi cette œuvre me fend à ce point le cœur. Et le film en question se nomme Les Sentiers de la Perdition de Sam Mendes. Oui, je sais que ce n'est ni le lieu et ni le moment d'en parler, mais il est important pour moi de vous dire qu'il m'a fait voir une autre perception de l'être humain sur son côté sombre. Mais tout d'abord, il me faut vous parler de ses origines. Au commencement, il venait d'un comics écrit par Max Allan Collins et dessiné par Richard Pierce Renner. Mais le point névralgique de ce comics vient beaucoup de Collins qui a un CV assez gargantuesque dans le monde des romans et des bandes dessinées. Donc Max Allan, ayant des airs de Elton John, Clairement, il y a quelque chose. et si en plus on rajoute qu'il est lui aussi musicien, lui aussi pianiste, je ne peux m'empêcher de dire que c'est son frère américain caché. Bref, je reprends. Pour bien vous expliquer qui est ce bonhomme, c'est un grand fan de polar et de l'univers des années 30. Ce qui fait qu'il a beaucoup lu de comics de Dick Tracy et que dès 1977, il écrira pour celui-ci jusqu'en 1993. Comme quoi, il faut persévérer pour s'approcher de ses rêves. Mais il n'a pas travaillé que pour ce comics. Ce Dick, par contre, est à l'origine de son envie d'écrire des nouvelles et des romans policiers. Et depuis plus de 50 ans, il a au moins produit plus de 230 livres. La spécificité de beaucoup de ces romans, c'est qu'ils sont tous des œuvres de fiction, mais où tout ce qui s'y passe se déroule sur des moments clés de l'histoire américaine et des crimes sur les gangs. Donc il y a une grande recherche de documentation pour que ce soit authentique. Et c'est le cas pour Les Sentiers de la Perdition qu'il a sorti en 1998 en comics et qui fut un franc succès. Puis en plus de ses documentations pour cet ouvrage, on peut rajouter qu'il s'est inspiré du manga japonais Lone Wolf and Cube pour mettre en avant ce voyage entre un fils et un père traqués par des truands et meurtriers. Et peut-être même qu'il a vu ses films. Donc après ce succès conséquent, de grosses firmes hollywoodiennes se sont intéressées à ce bouquin pour l'adapter et les droits ont donc été acquis par Steven Spielberg qui sera en partie produit par le studio récent et grandissant de l'époque, DreamWorks. Avec
une aide de la Fox. Faut pas déconner quand même. Et pour celui qui s'occupera de l'adaptation, il fera appel à un jeune réal qui a déjà une notoriété grandissante à l'époque. J'ai nommé Sam Mendes. Mais je vais quand même vous expliquer pourquoi il a été choisi et qui il est. Samuel Alexander Mendes est tout d'abord un Britannique qui a commencé en tant que metteur en scène dans le domaine du théâtre. Attention, je ne fais pas exprès de prendre encore une fois un Britannique. Donc avant d'être connu dans le cinéma, c'est sur les planches en tant que metteur en scène qu'il a eu une grande notoriété et qu'il fut reconnu dans ce métier. Quand tu travailles pour la Royal Shakespeare Company et la Royal National Theatre, il y a de grandes chances que ton nom fasse écho. Ce qui fait qu'il a eu des comédiens et comédiennes de théâtre de prestige qui sont venus pour travailler avec lui parce qu'ils savaient que l'approche de la pièce allait être plus forte. Parmi les spectacles à succès qu'il a mis en scène, on peut mettre Othello et Cabaret. Et c'est par l'audience grandissante de Cabaret qu'un certain Steven s'intéressera à lui en lui confiant le scénario d'un petit film qui ne fera pas grand bruit, American Beauty. Oh, avouez, fallait le tenter. C'est du pur hasard. Et c'est donc par l'enthousiasme spontané de ce premier film qui présente les banlieues américaines et leurs secrets qu'il remportera un nombre insatiable de prix pour tout de suite faire partie des plus grands. Et avec cette première réussite, arrivera-t-il à faire de même avec Les Sentiers de la Perdition? Oui, parce que sinon je ne vous aurais pas dit pourquoi ce film m'a touché au plus profond de mon être. Mais avant tout, je me dois de vous expliquer de quoi il est question. Donc voilà. Tout commence avec un jeune garçon qui regarde la mer, qui sera l'un des protagonistes de l'histoire, Michael Sullivan, dans laquelle il va nous narrer tout ce qui s'est passé. Et après la chaleur, on revient au froid d'hiver où l'on découvre sa famille avec son frère, sa mère, puis enfin son père qui lui aussi se nomme Michael Sullivan. Il y a une importance de ce lien. Et dès sa présentation, on voit qu'il ne fait pas totalement partie du bon côté de la barrière et qu'il y a une distance entre les deux Michael. Même quand ils se parlent, il l'appelle au lieu de papa. Puis nous les retrouvons à un enterrement qui aura pour but de présenter les autres personnages avec tout d'abord John Rooney qui est considéré comme le père adoptif de Michael Sr. et le patriarche de cette famille irlandaise. Et ce sera une relation qui aura des répercussions. Ensuite, après ce jeu de dés, Michael Jr., qui cherchait des affaires, rencontrera le fils Connor Rooney, qui n'est clairement pas quelqu'un de jovial. Après toute cette exposition des deux familles, on revient sur l'enterrement avec le discours d'adieu du frère qui dérape un peu. Et quelques minutes après ce petit coup de froid dans la salle, la fête revient. Ce sont des obsèques irlandaises. C'est pour ça. Et après ce moment euphorique, Mike Jr. se questionnera de plus en plus sur le job de son père et finira par le suivre. Pensant trouver une certaine réponse, il y trouvera autre chose de beaucoup plus détonnant. Ah, j'ai jamais dit que c'était une histoire pour enfants. Puis par cette révélation percutante, il tentera de fuir, mais il se retrouvera bloqué et montrera son visage apeuré devant son père. Well, can he keep a secret? He's my son. Well, that's good enough for me. Cette réaction et ce regard de Connor sera l'annonce de sa perte. Et après une réunion de cette affaire qui tournera mal, Ok. Connor demandera à Michael d'aller voir un mauvais payeur, mais tout ceci n'était qu'un piège pour l'éloigner et le tuer. L'homme le plus rapide d'Irlande. Et après s'en être sorti, voici que vint le drame. Par la suite, Mike Jr., revenant de vélo, entendra les coups de feu, foncera vers la maison et découvrira l'assassin qui ne le voit pas parce qu'il fait trop noir et que le reflet est trop réfléchi. C'est peut-être le plan le plus Hitchcockien. C'est après sa fuite qu'il entrera et qu'il verra le carnage. Il attendra son père, qui arrivera quelques minutes après, ou, sans un mot, comprendra, et ainsi sonnera le cri de la peine et de la vengeance. C'est à partir de maintenant qu'ils partiront ensemble pour la route de l'espoir, le Road to Perdition. Ils commenceront leur voyage en allant tout d'abord vers Chicago, avec une séquence qui impose la grandeur de la ville. Puis après avoir laissé son fils lire le journal, il ira voir des anciens amis pour savoir s'il peut travailler pour eux et s'il peut retrouver les tueurs de sa famille. Mais le boss du milieu donnera une réponse assez sanglante. So if you go ahead with this, if you open that door, you're walking through it alone. And all that loyalty and all that trust will no longer exist for you. And Mike, you won't make it. Not on your own. Not with a little boy.
Et après être parti rempli de rancœur et avoir échappé aux hommes de main, la famille Rooney n'était pas très loin des lieux et avait entendu toute la conversation. C'est donc à ce moment-là que le John prendra la décision fatidique de faire disparaître Sullivan. Et c'est là qu'on a l'arrivée d'un nouvel antagoniste, Maguire, qui est un fan de photos d'assassinat. Chacun ses hobbies. Donc après avoir vu un peu de son travail et avoir reçu le message de les tuer, il donnera le coup d'envoi pour le jeu du chat et de la souris. Et après une longue prière pour les défunts, entre ceux qui peuvent être près du cercueil ou non, Michael appellera sa belle-sœur pour lui prévenir de son arrivée à perdition, mais sans savoir que Maguire était déjà sur le coup pour les attraper. Et il les retrouvera très vite en voyant le père manger son casse-croûte. Tout le monde peut avoir un petit creux. C'est de cette façon qu'on a une première confrontation entre les deux qui est digne d'un western et que rien que par le regard et les mots, Sullivan comprendra qui il est. I shoot the dead. Et c'est après s'être échappé qu'il comprendra qu'ils ne pourront pas rejoindre la perdition, puisqu'il sait qu'ils seront traqués là-bas. Donc c'est là qu'un lien va commencer à se créer entre les deux, où ils vont commencer par braquer des banques qui appartiennent à Al Capone, le patron de tous les mafieux, pour qu'après d'énormes pertes, il décide de ne plus protéger les Rooney et qu'ils puissent repartir librement. Tout se passera pour le mieux, malgré quelques couacs, pour qu'ils deviennent les Bonnie and Clyde du Midwest. Bien évidemment, tout ça ne sera que de courte durée. C'est avec la dernière banque que tout va chavirer, car tout a été vidé en avance et que le comptable qu'on a vu précédemment à la réunion aura tous les documents à sa disposition de ce bâtiment. Donc Sullivan ira lui faire un petit coucou, mais sans savoir que Maguire l'attend, caché, et que celui-ci, quand il saura où il est, sortira les gros calibres. En réussissant à l'avoir, il partira avec des registres du comptable, mais il se fera toucher sévèrement. C'est là qu'ils trouveront sur la route un couple de fermiers loin de la ville qui les aidera, soignera Sullivan et les laissera se reposer. Peut-être le moment le plus apaisant depuis cette longue cavale. Et c'est après avoir enfin compris ce qui leur manquait entre père et fils que les Sullivan reprendront de nouveau leur chemin de traverse en s'approchant de Rooney pour lui parler des escroqueries de son fils qu'il a trouvé dans le livret du comptable et lui convaincre de le lui donner pour que justice soit faite. Mais il ne sera pas de cet avis-là. This ends with Connor dead, no matter what. That may be. But you are asking me to give you the key to his room so you can walk in, put a gun to his head and pull the trigger, and I can't do that. He murdered Annie and Peter. There are only murderers in this room. Donc avec cette réponse qui ne donne aucune issue, le film nous offre l'une des plus émouvantes et puissantes fusillades, parce que dans ce milieu, tout ne peut se finir que par le sang. C'est ainsi qu'après en avoir fini avec le père, il en terminera avec le fils. Et voyant que tout est enfin terminé, et en étant enfin libres, ils rejoindront la perdition, là où cette histoire a commencé. La fin parfaite, me direz-vous. Mais c'est un film de gangster, donc ça ne peut se terminer ainsi. Oui, Maguire n'avait pas lâché l'affaire, et après avoir fait une ultime photo, de quoi lui prendre son âme, Sullivan Jr. interviendra. Mais désemparé, il ne réussira pas à tirer. C'est le père qui le fera pour qu'il garde son cœur pur. Et ça se termine par cet adieu déchirant où Michael décidera de rejoindre le vieux couple de fermiers tout en comprenant qui était son père. Et voilà le fin mot de cette histoire. Donc après le résumé de ce film de gangster, il est temps pour moi de vous expliquer pourquoi c'est une perfection de maîtrise et d'émotion. Déjà, ce qui est fascinant par rapport au précédent film de Mendes, c'est qu'il y a très peu de dialogue. Rien qu'aux dernières minutes du film, on doit être au minimum à 6 lignes de dialogue, parce que pour lui, ce sont les images qui doivent raconter l'histoire. Vous me contredirez encore une fois avec des contre-exemples, mais n'essayez pas de m'éloigner du sujet. Puis bon, c'est son point de vue, et il continuera avec cette mise en scène d'une maîtrise parfaite et des plans vertigineux sur ses autres films pour toujours donner une vraie signification à l'histoire et ses personnages, accompagnés d'une émotion existentielle. Oui, même ces derniers longs métrages qui divisent beaucoup,
beaucoup. Parce que quand bien même il donne de magnifiques plans, mais pas pour faire que ce soit joli. Il y a une signification sur la situation donnée. Et puis si les acteurs et actrices ne jouent pas très bien, on peut être moins impacté. Surtout, comme je l'ai dit avant, alors que l'ouvrage de base retranscrivait bien l'époque de la Grande Dépression des années 30, Mendes l'a bien mise en lumière avec cette recherche de lieux existants qui retranscrivent cette période et cet aspect mystique du Midwest. I felt I wanted to not fetishize the period. I wanted to feel like we were looking through a window into another time, and for it not to be writ large, the style. But Hopper was obviously a huge influence in the way that he isolates people in interiors. But Hopper had also been an influence for American Beauty because he paints people locked behind glass in kind of cages, frames, always trapped within frames. And that's something that has been a continuous visual theme in other movies I've made as well. Just something that interests me. Et à une époque où les effets spéciaux et les effets numériques n'étaient pas encore utilisés à plus de 90% du cinéma, ça donnait une force, de l'authenticité et de l'envergure sur les images. Cependant, ils ont utilisé tous les effets possibles pour faire de la bonne neige. 0.9% of everything you see, we put down. Everything was just so realistic. It was just so nice. Puis lorsqu'il filme la ville de Chicago, on est écrasé par ce que l'on voit. Bien qu'il y ait quand même une grande partie des lieux et décors qui ont été tournés en studio et qui ont été faits par Dennis Gassner. Un as pour donner de la valeur sur un bâtiment, que ce soit dans le réel ou l'irréel. The Film Commission helped us clear out the armory. We've built the interior of the Sullivan House and the interior of the Rooney Mansion there. Ensuite, la façon dont Mendes montre le monde de la mafia est déjà assez inhabituelle. On voit tout d'abord très peu la police à une période où la prohibition était en fonction. Mais on peut comprendre que c'était une époque où les malfrats faisaient plus la loi et aussi aidaient les plus démunis. Puis cette manière de les voir interagir comme des êtres humains avec leur famille nous fait oublier tous les méfaits qu'ils ont commis, bien qu'on ne puisse ignorer qui ils sont vraiment et qu'à la fin, ce n'est pas le paradis qui les attend. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est la façon dont le réalisateur met ses bandits en avant. I was interested in the movie in finding the ways that these crime organizations were businesses rather than glamorous enterprises. I was interested in taking away some of the received notions about gangsterdom, gangsterhood, whatever you want to call it, which I would describe as being, you know, the double-breasted pinstripe suits, the spats, the white stripes on the hats, the gum chewing and the endless cigarette smoking and coin flicking and all of those things, taking them away and viewing these people as businessmen. C'est comme une grande société de créanciers qui pourrait nous faire croire qu'ils travaillent légalement. Ça rappellera un peu Le Parrain qui les présentait ainsi. Bien sûr, vous me direz que tout était déjà fait dans l'écriture de Max Allan Collins, ce qui est vrai. Mais comme toute adaptation, il y a des risques de modification parce que certains matériaux de base ne pouvaient être retranscrits à l'écran. De ce fait, le scénariste David Self, qui n'a pas le plus beau CV du monde, a déjà commencé par modifier les noms comme Looney qui devient Rooney ou O'Sullivan en Sullivan. Sans doute pour ne pas avoir de problème parce que certains noms ont vraiment existé, comme justement le chef de la mafia irlandaise, John Patrick Looney, que Collins a pris en référence. Alors qu'en réalité, son nom a été remplacé parce qu'il rappelait un groupe de cartoons. What's up, Doc? Mais si on va plus loin, il y a aussi des modifications assez radicales, comme la création du personnage de Jude Law, qui n'existait clairement pas dans l'histoire de base, le photographe assassin Maguire, pour donner plus de danger, mais bien plus. Il y a aussi l'absence de Capone, qui avait une importance sur le contrôle de ce système. On peut le voir dans les scènes coupées, mais Mendes expliquera qu'il a préféré l'enlever pour donner plus de mystification à ce personnage. Puis, désolé pour l'acteur, mais ça lui donnait un air comique. Ça voulait un peu trop faire du Donio. Oh, Jesus Christ. Toutefois, ce qui a été le plus difficile, surtout pour Collins, ce fut la conclusion du périple de Michael Jr. Parce qu'à l'origine, il tue vraiment quelqu'un et se réfugie ensuite à l'église en tant que curé pour se libérer de ses péchés et enfin accepter le pardon. On a des éléments qui montrent que ça aurait pu aller sur ce choix-là, mais c'est tout. What subjects do you like? Did you like? In school? Bible history, maybe? Why? I like the stories. Là, c'est son père qui tue à sa place celui qu'il braque. Cela peut empêcher une réelle évolution, mais la façon dont le récit avançait sur les deux protagonistes et où ils allaient nous emmener, ça ne pouvait pas se finir comme dans le comics. Le but était vraiment de redonner de l'humain sur le cœur de glace du père, et pour le fils, de lui donner une force en ne reprenant pas les erreurs de son paternel. Qu'il soit celui
à sauver. D'où le choix de terminer avec les fermiers qui avaient perdu leur fils pendant la guerre. C'est spécifique à la façon dont Michael a commencé l'histoire à vélo, tel un enfant, et a fini en voiture, tel un adulte. Bien qu'il ne devienne pas un tueur sanguinaire comme son père, il y a une approche que je préfère dans le film par rapport à l'œuvre originale. Après, il est possible qu'on préfère la fin de la bande dessinée. Pour moi, lorsqu'on adapte un ouvrage, je préfère qu'on prenne des libertés tout en gardant l'essence du livre et que ce soit cohérent. Sans, bien sûr, faire comme du Kubrick. Kubrick mes couilles. Puis pour s'approcher de cette vision des années 30, le film a une façon de présenter la lumière très à l'ancienne qui rappelle certains films de ces années-là. Et pour la réussite de ses effets, il fera appel à Conrad L. Hall pour la direction de la photographie. Une légende de ce milieu. Alors ce Conrad, ce n'est pas n'importe qui. Il a réussi à redéfinir le langage d'un film en donnant une illustration qui va plus dans le noir et blanc que dans la couleur. On est proche d'une imagerie crépusculaire. Les costumes très sombres des personnages appuient ce contraste à chaque séquence dans son travail. It's almost impossible in cheerful Technicolor to show the depression. There was color in those days, but there wasn't also. It's winter, it's cold, so the only thing I can do is pull back as much color as I can. I guess my inspiration was a black and white movie. Il y a une importance sur cette recherche de clarté pour permettre à comprendre l'histoire et quelle est sa signification. Cela met donc en perspective son imagination pour donner un sens à un plan. L'apparition des ombres donne une grande importance à ce que nous montrent ces projets pour donner un impact sur la photographie du film et les personnages qui scrutent le lointain. Well, his work was subservient to the story, and Connie had a great feeling and knowledge of his craft to know enough that how he could translate the story into what his vision was. Puis lorsque la lumière vient, on arrive à un contraste divinatoire comme celle qui est concentrée sur Tom Hanks. L'ombre est appuyée lorsqu'on le voit agir dans les ténèbres, mais lorsqu'il est devenu un paria, une lumière céleste vient pour nous préparer à sa chute où son but sera de réparer ses fautes. Et vu que tout ceci est un flashback, cela peut nous emmener à voir tous ces personnages de l'ombre comme des entités spectrales. Des êtres qui errent sans le moindre but. Cette illumination divine est magnifiquement bien montrée dans le plan final où l'éclairage est surexposé pour nous faire ressentir cette envolée lyrique et pour pouvoir emmener Sullivan au paradis ou en enfer. Puis l'impact de son travail est plus fort quand c'est tourné à l'extérieur pour avoir la lumière la plus naturelle possible. Et grâce à cette approche, ça lui a valu d'obtenir 2 Oscars de la meilleure photographie pour ces 2 films exceptionnels ainsi que pour le métrage en question qu'il a reçu en prix posthume. Le seul Oscar qu'a reçu le film. Je dis posthume parce que ce fut le dernier travail de ce mécano de la lumière avant de partir éclairer les étoiles et c'était amplement mérité tellement chaque image reflétait du cinéma et de l'émotion. Un souffle de vie. It's the last kind of 5% of the process that is mysterious to me because you can talk as much as you want about how you want to compose a shot, you can draw it, you can storyboard it, all of those things, which we did to a certain degree on this film. But it's that last 5% of magic. It's the way he will make it impossible to see the walls in certain scenes. He will create a sense of mystery and darkness and threat out of almost nothing. And you get the feeling he's kind of forgotten more than most of us will ever remember about the way in which you need to put pictures together. It's his lighting, and it's about the mystery and the art of lighting and how light works emotionally as well as pictorially. And I think he tells the story of the characters through what he shows of them and what he doesn't show. But he's also brave enough not to show things, and a lot of the time it's the case with a lot of the violence in the movie. We don't see the violence, but also parts of people's faces. And there's a kind of... and then the way in which he controls the palette of the film. I think he would secretly have loved to have shot it in black and white. But I actually think that the soft noir look that he has and that we managed to find, which shifts, as you say, halfway through the film, is more moving and less rigid than black and white. Et puisqu'il a travaillé pour les 2 premiers films de Sam Mendes, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait exercé une certaine influence pour ses films d'après. Quand tu prends Roger Deakins à la photographie, il n'y a pas plus digne héritier que lui. Et puis, pour moi, pour que American Beauty, qui était le premier travail de Mendes, ait eu autant de maîtrise sur l'image et la mise en scène, Conrad a dû beaucoup l'aider. Je pourrais même dire que c'était lui le véritable réalisateur. On peut dire que Mendes propose des films où l'image a son importance pour lui donner une signification. Il fait élever l'effet dramatique, mais sans que ce ne soit exagéré. Ode to Perdition is almost an opera. It's an operatic film, but he never uses highly dramatic, recognizable element to bring up the drama, and still, it's a very dramatic film.
in the light, in the way it's lit, in the way it's composed, it's the way the camera moves. It's very, very dramatic, but profoundly grounded on realism. La pointe de la perfection, de la magnificence, de la splendeur est là. Il y a vraiment une grosse portée sur l'ancien et le nouvel Hollywood. Puis il y a un autre effet marqueur de cette période, c'est de voir parmi les producteurs le nom de Richard D. Zanuck, quelqu'un pour qui on n'aurait pas pu avoir un Steven Spielberg. C'est pour ça que ce film ne me paraît pas venir des années 2000, tellement il est à contre-courant de ce qui sort, avec une équipe qui a pour chaque personne reçu un prix. Et donc, après la lumière, vint la couleur. Parmi ses choix de prédilection, on a souvent un peu de rouge pour montrer que le monde dans lequel travaille Sullivan n'est pas proprement stable et peut être douloureux. On a aussi un peu d'orange pour l'affrontement entre Sullivan et McGuire qui décrit plus un dynamisme dans l'action, un sentiment d'urgence. Mais ce qui est le plus constant dans près de 90% du métrage, c'est bien l'apparition du vert qui se manifeste tout le long du film sur les plans et la tapisserie. Pour s'approcher d'un film en noir et blanc, cette couleur y est toujours propice. Cette colorimétrie verdâtre y apporte une certaine illusion du monde dans lequel ils vivent. Tout le long, cette couleur évolue pour ne plus représenter une image de mal-être, mais de lumière. On peut en voir sur le garage pour décrire ce secret qui ne doit pas être montré au risque de répercussions. Et il y a ainsi du vert sur la voiture de leur voyage qui changera de couleur en cours de route pour fuir ses poursuivants. Mais elle aura aussi une autre interprétation sur ce changement pour dire qu'avec cette couleur, ils vont de l'avant et qu'ils essaieront de sortir de cette matrice dans laquelle ils ont vécu. Encore une fois, Mendes donne les mots dans les images pour que nous puissions nous-mêmes interpréter ce qui s'y passe. Et c'est ce que moi, j'ai vu et ressenti. Tout cet aspect y est retranscrit, mais en même temps, le film se finit avec l'herbe à perte de vue pour peut-être entrer dans cette nouvelle illusion, mais aussi pour arriver dans une certaine plénitude certaine du personnage de Sullivan Jr. qui a trouvé la place qu'il devait choisir. La voie dans laquelle son père voulait qu'il soit, la liberté. Ce n'est pas pour rien si lorsqu'ils arrivent pour la première fois dans cette ferme, les couleurs sont plus vives et donnent plus de chaleur. Tout l'espace est là pour avoir le paradis d'Éden qu'ils cherchaient. C'est aussi à ce moment précis que la force colorimétrique revient pour donner un espoir à ce père et à ce fils. Et enfin, une paix intérieure qu'ils cherchaient en eux. On peut aussi voir ça comme le changement des saisons. On a commencé par l'hiver et on termine par le printemps. And the process of the film is from winter to spring, you know, moving somewhat, although not particularly strictly in process with, you know, in parallel with the gradual humanizing of the central character. And you know, the palette is very limited early on. It's very dark, obviously, and it moves into the light. That's the other thing that happens during the course of the film. And so the last 20 minutes, you know, you suddenly emerge into the light. And you know, I remember the first preview of the movie, seeing kind of people blinking, you know, when they arrived at the beach, because it's the first time the sun's really shone and that the light has entered the film. And it's actually not that bright a scene, but it's just because your eyes you've been in the darkness for so long, you know, that and that was in large part deliberate. And the same thing, you know, we avoided, even though we shot a large part of it in the winter, but we went into the spring and we had to kind of, a couple of occasions we had to pull leaves off the trees and stuff because we were trying to hold back the sense of the spring and nature until the last 10 minutes, you know, so that when the kid sticks his head out of the window of the car, you know, you really feel the fields and life, you know, re-emerging again. Because God knows, you know, it's a bleak film, and it was a bleak film to make, not only because of where we were shooting it and the fact it was freezing cold, but thematically it's a bleak film. You know, you're dealing with death and discussing death and talking about how it's watched and... Puis ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est la violence graphique des scènes de fusillade. Il y a toujours une certaine fureur, surtout lorsqu'il y a une confrontation avec McGuire qui est plus brute, plus imprévisible. Il montre bien que ce milieu est dangereux et que tout peut être fini à n'importe quel moment. Mais sinon, pour les autres séquences de tir, j'ai vu ça comme une scène de danse, un ballet. L'exemple en tête de liste est bien évidemment la séquence sous la pluie où le son des tirs est enlevé pour entendre la puissance dramaturgique de la musique de Thomas Newman avec le déluge incessant qui déferle tout. Et là on peut voir que le film aurait très bien pu entrer dans le genre du western ou des films de samouraï. I mean, I suppose this is where the movie resembles most a western, a sense of two figures facing each other in this mythic landscape. It doesn't harm the picture that these two figures are also
iconic American screen actors. Et autre chose qui scrute à chaque événement de l'histoire et qui est l'une des puissances du film, c'est l'importance de l'eau. Que ce soit la neige, la pluie, l'océan ou dans les larmes, elle est constamment là. Pour Mendes, l'eau est importante pour dévoiler ces personnages qui sont toujours entre la vie et la mort et que ce don de la nature devrait plutôt être le berceau de la vie parce qu'elle représente une certaine paix du monde et de notre âme. Mais ici, c'est tout le contraire. Tous prêchent pour aller en enfer. À part Sullivan Jr., chacun des protagonistes et antagonistes sont morts lorsque l'eau n'est pas très loin. Tout ne tient qu'à un fil. All these things are tied together by the sounds and images of water. Pour cet aspect-là, cette matière représente son côté dévastatrice envers les personnes qui la touchent. Et dans une autre vision, elle peut être purificatrice, source de vie, guérisseuse et protectrice. C'est ce qu'elle est pendant les cérémonies d'adieu et de prière. Donc cet élément a beaucoup d'ambiguïté, comme peuvent l'être les personnages du récit. Elle représente aussi pour l'âme d'un être humain le sentiment, donc les émotions, l'affectif et l'imagination. I'll drink to that. Dans le cas de Sullivan Senior, il est souvent très morne et montre très peu ses larmes, ce qui se traduit par une grande méfiance vis-à-vis des sentiments, voire d'une froideur. Il montre ce chagrin, mais il est invisible et affirme plus sa rage et sa soif de vengeance. Ce n'est que plus tard, en comprenant ce qui lui reste, que cette carapace se fissurera pour qu'enfin il renoue avec la vie. Malheureusement, quand il le remarquera, il sera déjà trop tard. Ensuite, rien ne serait émotionnellement fort sans ces acteurs qui arrivent tous à porter leur jeu à la perfection pour que rien ne soit gâché. Je dis acteurs parce que parmi tous, il n'y a qu'une seule vraie actrice importante, Jennifer Jason Leigh, qui joue la mère de Sullivan et qui meurt. Et encore, il lui manque quelque chose pour être un personnage féminin fort. On ne la voit pas assez interagir avec les autres, mais ça appuie sur le fait que c'est un milieu d'hommes très toxique où la femme n'est qu'une simple faire-valoir. Rien que la communication entre elle et son mari est d'un silence macabre. Pour avoir des conversations plus poussées, il faut regarder les scènes coupées. She accepts it. She loves him very much. She's seen her husband come home enough times with blood on his shirt to know that there's stuff going down. Elle reste aimante avec ses enfants, mais c'est justement ce qui manque grandement dans ce voyage, l'amour maternel. Un amour que l'on peut retrouver du côté des fermiers. Après, son aura reste là avec le deuxième fils, joué par Liam Haken, à la suite de ce drame pour garder la peine et la rage de ceux qui ont survécu, qui les vengeront ou se souviendront d'eux. On a ensuite Stanley Tucci avec des cheveux. C'est tellement rare qu'il faut le souligner. Il représente la plus grande classe dominante du réseau de la mafia, et italienne, en plus d'être au service de Capone. Il est, disons-le, son commanditaire. Et j'avoue qu'à chaque fois qu'on le voit, il pète la classe et il montre à quel niveau de rang il est face à Connor. You're a big baby who doesn't know his thumb from his dick. Il ne se laisse pas marcher sur les pieds parce qu'avant tout, pour lui, c'est le business qui compte. Donc il peut très vite changer de camp quand la situation dégénère. Daniel Craig qui joue Connor Rooney est ce que je nommerais un bel enfoiré qui sointe l'extase et l'improvisation à chaque moment pour plaire à son père, mais à chaque fois, il est dans l'erreur de ses actes pour obtenir sa bénédiction. La jalousie qu'il habite face à son frère adoptif est là à chaque instant. Why are you always smiling? It's all so fucking hysterical. On a l'exemple parfait de cette jalousie lors de la fin de la réunion, où on le filme de face avec un zoom avant qui petit à petit sera de plus en plus flouté en arrivant sur lui pour se centrer en arrière-plan sur son père et Sullivan, qui sera la description de leur familiarité, bien plus forte qu'il y a entre le père Rooney et le fils Rooney. Cela reviendra ensuite sur lui pour caractériser toute la haine qu'il porte sur son frère rien que par le regard. Déjà un des grands moments où l'image explique tout de la situation et des conséquences qui vont arriver sans dialogue. Ah, c'est sûr, ça change de ces James Bond. On a aussi un autre antagoniste très horripilant avec Maguire, joué par Jude Law, où il interprète son personnage comme un félin, ou un rat, parce qu'il est assez sale quand même, qui guette sa proie. Déjà, juste avec son introduction en travelling compensé, renforce son poids et indique qu'il est bien plus qu'un humain. Il est un ange de la mort. Comme s'il voulait voler leurs âmes. Et on en revient encore à cet aspect du film qui peut paraître mystique sur certains points. Avec cette passion morbide de la photo, il m'a fait penser à Mark Lewis dans Le Voyeur de Michael Powell, qui lui tue ses victimes en les filmant et que le voyeurisme n'est jamais très loin. Michael Powell used as an image of complete isolation from the world in Peeping Tom, and it's something that I turned to Jude to watch before making this film, because the sort of sense in which, you know, a photographer can keep company with his pictures, do you know what I mean? And that is his only route, and that actually stops him
communicating with the outside world and gives them a sense of order, which is not present at all in reality. Et aussi, ce qui est intéressant avec cet antagoniste, c'est qu'au départ, il a pris ce job pour le fric, mais qu'au moment où il a été défiguré, c'est devenu une question d'honneur de tuer Sullivan et son fils. Code d'honneur qui, dans ce monde-là, n'a pas de principe. Et j'y vois aussi une version alternative de Sullivan qui, s'il n'avait pas eu une famille, il aurait pu devenir comme lui. D'où cette confrontation importante entre les deux dans le restaurant qui offre une tension palpable digne d'un western et des points de vue proches mais opposés des gangsters. It seems to me that when you live with death to that degree, you simply, at a certain point, you become, you lose your moral structure. You lose anything that might tell you what death means. Right. Whereas I think Sullivan understands right to the end what death means. You know what I mean? He understands that. I think Maguire, there is no meaning for these things. I think it's just, it's a fly, you swat it. Ensuite, parlons de cette légende vivante, plus maintenant, du cinéma, Paul Newman, qui nous offre pour la dernière fois l'une de ses plus belles prestations. En film live. Parce que oui, sinon, son dernier vrai rôle pour le cinéma, c'est Doug Hudson pour Cars. Mais sinon, la dernière fois qu'on entendra sa voix, ce sera dans La Famille Suricate. Bref, Newman joue un chef de gang, un patriarche jeune rounet, qui a une prestance imposante à chaque moment, malgré sa voix tremblante de vieil homme, pour nous faire croire qu'il est faible, mais il n'en est rien grâce à la force de ses mots et de ses actes. Il impose un certain respect. A man of honor always pays his debts and keeps his word. He's friendly and he has all those external qualities that we admire, but in his core, what he's doing is simply immoral, unethical, and yet people will admire him. Mm-hmm. And if they admire him, then we've made a terrible mistake, because in a way we've made a hero out of these people that we put on the screen and have made 35 feet tall. Après, si certains ne suivent pas les règles, il peut vite sortir le démon qui est en lui. Puis on sait que c'est un criminel vieillissant. Pourtant, j'ai été charmé par la façon dont Paul joue ce personnage qui doit faire un dur choix entre celui qu'il affectionne et celui qu'il est, malgré les liens du sang. Et ce qu'il protégera ne pourra changer la quête de Michael. De l'expérience qu'il a dans le monde de la pègre, il n'oublie pas qui il est et qu'il sait que le pardon ne pourra lui être donné. C'est aussi pour ça qu'il prendra les pires décisions. Il y a vraiment une grande ambiguïté sur cet antagoniste et beaucoup d'autres. Il voit le choix de sauver son fils comme un poids, un lourd fardeau qu'il a besoin de s'expier. Cette chaîne qu'il porte ne pourra être enlevée qu'à la fin de son existence. Ce qui prouve aussi que tout le long de ce récit, il attendait que Sullivan le tue pour avoir une délivrance de cette peine. Puis pour sa mort, je n'ai pu m'empêcher d'y voir, hors du contraste filmique, comme une sorte de passation entre acteurs. Puis parlons du jeune Tyler Hoechlin, qui aujourd'hui n'est plus tout jeune et qui fait maintenant des trucs très super. Pour son tout premier rôle, il a un jeu parfaitement naturel. Les actes qu'il prend au début sont purement ce qu'un enfant agirait pour connaître les secrets gardés de la famille. Lorsque le drame est là, la culpabilité arrive. You think it's my fault this happened? Stop it, Michael. It was not your fault. None of this is your fault. Et c'est là que sa quête d'élévation commencera pour que l'enfant qui est en lui devienne un homme. Mais un homme qui essaiera de s'émanciper de la direction de son père. Pour faire disparaître la douleur qui est en son âme, il devra chercher plus en profondeur ce qu'il lui faut. Donc on est revenu sur une quête de rédemption qui s'appuiera plus en détail sur le personnage de Tom Hanks, Michael Sullivan. Par rapport à ses autres rôles, il joue un protagoniste plus froid, plus hargneux, plus terne. Mais bien plus qu'il faut sauver le soldat Ryan. Dans celui-ci, il est comme un golem qui exécute les ordres sans aucune âme, sans aucun ressenti. Dans son boulot de gangster et avec sa famille, il lui manque du cœur, de l'amour. We discussed the concept of the rationalizations that human beings do to explain all their behaviors, and to me this was Michael Sullivan had rationalized his ability to keep his professional life away from his private life, and the only real way to do that was to never ever talk about it, never ever give yourself away on either front. So what becomes what would seem to be a very Ce n'est qu'au moment de la tragédie que cette coquille se fissurera et qui se reconstruira avec plus de bonheur pour retrouver un semblant d'humanité. Et lui aussi, il est dans la culpabilité de cet acte. En vrai,
aucun n'est en faute. Puis on peut faire un parallèle intéressant entre lui et le personnage du livre que lit Sullivan, The Lone Ranger, parce que dans le récit de ce justicier, il est laissé pour mort pour renaître en tant qu'homme de la justice. Ça retranscrit assez bien comment Sullivan tente par la vengeance de changer son âme et avoir une résurrection. Il tue l'ancien lui pour renaître. Bien que son passé ne peut pas être oublié. Maintenant, revenons sur le thème principal du film. Bien que ce soit un film de gangsters, c'est avant tout un drame. Un drame qui se concrétise sur la relation entre un père et un fils qui se sont perdus et qui se reconstruiront au fil de ce voyage. Il appuie bien le fait aussi que cette relation familiale peut aller hors des liens du sang. Lorsqu'on voit la relation entre Rooney et Sullivan, il est comme un père pour lui et Rooney un fils. We had nothing. He gave us a home, a life, and we owe him. Et ces deux relations, père-fils, sont proches et à la fois opposées. On a un début où le père était plus proche avec son deuxième fils et qu'il était plus glacial avec lui parce qu'il avait tout simplement peur qu'il lui ressemble. You were more like me. And I didn't want you to be. I didn't mean to be different. Okay. Les séquences de braquage qui les décrivent comme des Robins des Bois peuvent être des rajouts de trop, mais ils donnent un moment de souffle après une bonne première partie remplie de tension. Une mécanique commence à se distordre. Et cette distorsion s'appuiera à la séquence de la ferme où ils auront enfin fini par se comprendre et à s'élancer. Il lui pose enfin des questions à son fils pour mieux le connaître. Mais à force d'avoir gâché ce temps, la mort le rattrapera en donnant une réplique simple, mais lourde de sens pour ne pas avoir pu donner plus de temps avec lui, mais avoir réussi à faire qu'il ne fasse pas les mêmes choix, les mêmes erreurs que lui, en stoppant ce tourbillon de démence et de vengeance. But the moment that you're talking about right there is that moment where hopefully the entire audience sees for the first time what Michael Sullivan has seen all through. I am on this road to perdition because my son cannot be the killer that I am. One is he doesn't have it inside him, and number two, I am not going to sentence him to that life. Sur toute la noirceur de ce périple, il aura au moins pu sauver quelque chose, l'âme de son fils, en répétant la musique qu'on avait au tout début du film. I had to kind of make a decision about what that theme would be. It ended up that it was a repeat of a theme that we had heard earlier, but it wasn't as if everybody was watching all the time and listening so, intently at all times. Et en contradiction avec ce lien, il y a celui des Rooney qui est un déchirement. Au lieu de se rapprocher de cette erreur, d'essayer de se comprendre, il s'en éloigne. À un moment, on a aussi une étreinte entre les deux après l'avoir battu, pour ne pas oublier que malgré les photographes qu'il a commises, il reste son fils et il ne peut l'abandonner. Il y a une grande culpabilité en lui. Natural law. Sons are put on this earth to trouble their fathers. Rooney père assume ce choix tout en montrant cette vulnérabilité de condamner son fils adoptif. Et je trouve que cette dernière confrontation entre les deux reste forte, parce qu'ils donnent deux points de vue différents sur cette rancœur. Et que malheureusement, il fallait que ça se finisse par un face-à-face sanglant. This is the life we chose, the life we lead. And there is only one guarantee. None of us will see heaven. Michael could. De quoi affirmer sa détermination pour sauver le cœur de son fils. Mais était-ce le bon choix pour s'en sortir? Le thème de tuer le père est un approfondissement de l'émancipation, bien que les larmes seront de mise, avec encore une venue spectrale de Sullivan qui vient vers celui qui lui a tout appris, en terminant sur la phrase de Paul Newman. I'm glad that you... C'est proche d'une pièce shakespearienne. L'expérience théâtrale de Sam se ressent dans ses films. It was a lumpy script, but I loved the central idea, which was this father and son who were cut adrift in a sort of mid-America in the 30s. And it seemed to me to have a kind of grandeur of almost a Greek tragedy. Et donc, pour que ce cercle de la vengeance se termine, il fallait bien que lui aussi périsse. Et toute cette dramaturgie est appuyée par la partition magnifique de Thomas Newman, qui apporte une très lente et magnifique mélancolie fantomatique devant ces personnages qui voyagent et cherchent un moyen de sortir de cette vie remplie de meurtres et de peine. Il offre aussi certains moments qui se rapprochent de la musique irlandaise. Et dans tout le travail de Newman, il y a toujours une importance du piano qui arrive à décrire la psychologie
des personnages par ses touches qui émerveillent le tout. Et avec le violon, on peut ressentir le poids des vagues, de l'élément de l'eau qui anime tout. Il y donne du corps, de l'âme à ce film rempli de noirceur. Puis enfin, le titre du film, Les Sentiers de la Perdition, peut justement approcher les ruines de l'âme par le péché et que le voyage lui donnera une certaine levée céleste. Mais il n'y a pas un éloignement de l'église puisque le but de ce récit est de retrouver ce cœur perdu. Si on regarde le titre anglais Road to Perdition, on s'appuie sur la destination finale de nos protagonistes et donc de la réponse à tout ceci. Il y a une différente connotation entre les deux versions du film. Donc à la fin de tout ceci, pour moi, ce film est une quête de liberté, une recherche de la rédemption et d'un amour perdu où tout le long, les larmes de la terre puisent dans cette odyssée pour donner à même toute la tragédie et finir avec un soleil radieux. Et par l'approche très européenne de Sam Mendes, il y donnera plus de puissance sur l'image, sur sa conception de raconter une histoire, un mythe de l'Amérique en donnant bien plus de backstory sur ses gangsters avec un regard curieux et caustique de ce nouveau monde, à l'instar d'un tableau. I was thrilled. What's exciting to me about all of these people is they're all cast against type. They're all playing very, very dark figures, very mysterious figures who reveal themselves to be not what they seem. C'est ainsi que nous aussi, spectateurs, pourrons avoir les larmes qui couleront à notre tour devant cette prouesse qui quantifiera toute la maestria de ce film. Donc c'est pour cela que ce film me fend le cœur et qu'il mérite d'être vu et revu.